Bonjour, je suis Dr Elvis Kwam, je suis médecin généraliste et je fais un diplôme d'université relatif à la prévention des infections. J'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse d'Instagram, YouTube ou tout autre comme Facebook, etc., il y a beaucoup d'informations qui circulent, beaucoup de vidéos notamment, sur le domaine de la santé, la prévention, les traitements. Mais le problème qui se pose par rapport à ces vidéos, c'est que 40 à 45% d'entre elles font de la désinformation et même ces désinformations-là peuvent venir de personnes auxquelles on s'attend le moins. J'ai donc décidé il y a quelques semaines de vous préparer chaque semaine un petit sujet relatif à la santé, aux gestes de tous les jours, à la prévention, aux traitements possibles et comment prendre en main sa santé. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le cancer, ou plutôt devions-nous dire les cancers. Quand on parle de cancer, généralement, ce sont des pathologies qui font peur, des maladies qui font froid dans le dos, comme on dit. Mais déjà, avant de parler de cette maladie, j'aimerais faire un petit tour d'horizon par rapport à notre corps. Le corps humain, l'organisme, est essentiellement constitué de tissus, puis d'organes, et enfin d'une petite unité indivisible qu'on appelle la cellule. Si nous pouvons comparer notre corps à une maison, dans une maison où on a des murs, des chambres, ensuite des murs qui sont composés de briques, disons que les chambres sont des organes, les murs sont des tissus, et enfin la plus petite unité, les briques, sont en fait les cellules. Lorsque ces cellules-là fonctionnent de façon harmonieuse et se divisent à un rythme normal pour renouveler leur fonctionnement, il n'y a pas de problème ni de maladie majeure. Mais lorsqu'on parle de cancer, en réalité, ce sont des pathologies, des maladies dans lesquelles les cellules se divisent de façon anarchique, forment des ensembles qu'on appelle des tumeurs, qui sont des organes solides anormaux plutôt, et dans certains cas, cette division anarchique et effrénée peut se répandre non seulement dans la zone localisée, mais vers d'autres organes situés à distance. C'est ce que nous appelons les cancers, et le fait qu'ils se déplacent pour aller vers d'autres endroits où ils n'étaient pas au départ, on appelle ça une métastase. Pour étayer mon propos d'aujourd'hui, j'aimerais prendre un livre qui a été écrit en 2010, qui est un best-seller d'un médecin oncologue qui s'appelle Dr Siddhartha Mukherjee, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'empereur de toute maladie, une biographie du cancer ». D'ailleurs, ce livre a eu le prix Pulitzer, qui est un prix relativement de prestige aux États-Unis. Dr Mukherjee explique dans cet ouvrage que le cancer a été découvert depuis très longtemps dans l'histoire de l'humanité, depuis l'an 2500 avant Jésus-Christ, où un papyrus d'un médecin égyptien de l'époque qui s'appelle Imhotep a décrit ce qu'on appelle les tumeurs, les cancers mammaires, donc le cancer du sein, et a écrit d'une façon assez défaitiste. Il n'y avait pas de traitement. Donc on peut savoir que le cancer est une maladie connue depuis très longtemps dans l'histoire humaine et dont le traitement a été un cheval de bataille sur plusieurs décennies, plusieurs siècles jusqu'à nos jours. Le livre en question détaille comment, maintenant depuis le 19e siècle, avec les nouvelles informations que nous avons, la révolution industrielle notamment, comment les traitements
actuels ont été découverts et quels sont les traitements qui ont par la suite été mis en place pour les différents types de cancers, notamment le cancer du sein, les leucémies, le cancer du sang, et aussi d'autres cancers des organes solides comme le côlon, le poumon, etc., etc. Il s'agit de quelque chose de très important pour les prises en charge de cancer parce que au départ, on pensait que le cancer était causé par ce qu'on appelle la bile noire ou la mélancolie. Mais les recherches au XIXe siècle ont écarté cette théorie-là et ont essayé maintenant de nous faire comprendre que les causes sont multiples pour le cancer. Mais on va d'abord parler des traitements qui ont été mis en place par diverses personnes jusqu'à nos jours. Au XIXe siècle, il y a d'abord eu la chirurgie dite radicale parce qu'on a remarqué que chez les personnes qui ont les cancers du sein, le fait de retirer par ce qu'on appelle la mastectomie radicale, donc à savoir couper par la chirurgie le sein qui porte le cancer et aussi ce qu'on appelle les nodules lymphatiques proches de ce sein-là, ont été la première manière de ralentir en réalité l'évolution du cancer. Les siècles suivants, disons les décennies suivantes, nous ont permis, via les interventions ou les découvertes de Röntgen notamment et de Marie Curie, les rayons X et donc la radioactivité, qui permettent ensuite de focaliser ces rayons-là sur les cancers et d'essayer de les détruire. Parfois, ces mêmes traitements qui sont censés guérir les patients ont été la cause non seulement du décès des personnes qui ont fait cette découverte-là, mais aussi de ce qu'on appelle la récidive de ces cancers. Donc le fait que ces cancers-là reviennent encore à la charge. Après, il y a ce qu'on appelle une ère plutôt très importante aux États-Unis où on a essayé de faire ce qu'on appelle la chimiothérapie. Qu'est-ce qu'on appelle la chimiothérapie? C'est simplement des molécules ou des médicaments qu'on boit ou qu'on injecte aux patients et qui permettent de ralentir ou de stopper la prolifération, donc la division anarchique des cellules cancéreuses et qui laissent de façon sélective les cellules normales pousser. L'un des premiers ou l'une des premières molécules dans ce sens-là s'appelait l'amnotérine. L'amnotérine qui permettait à l'époque de lutter contre ce qu'on appelle la leucémie aiguë lymphoïde, qui est une pathologie du sang, un cancer du sang très virulent qui s'attaque aux globules blancs, surtout en pédiatrie chez les enfants de très bas âge. Donc si on pouvait faire une comparaison, c'est un traitement qui permettait en fait, comme une clé, de se mettre à l'intérieur d'une porte, d'une serrure, de la bloquer de façon à ce que cette porte ne peut plus s'ouvrir. Le problème qui se pose ensuite, c'est de comprendre réellement, de façon globale, quelles sont toutes les causes possibles qu'il peut y avoir pour un cancer. Alors, avec les différentes découvertes qui se sont faites dans le domaine de la génétique, à partir des années 80 à 90, il s'est décidé ce qu'on appelle la théorie de l'ADN. L'ADN, c'est une molécule qui est située dans le noyau de toutes nos cellules et qui permet de retenir l'information qui sera traduite sous forme de protéines et permettra le fonctionnement de toute cellule, le fonctionnement, la division de toute cellule. Donc, dès que sur cet ADN-là, il y a des dysfonctionnements qui se produisent, ce qu'on appelle les oncogènes, c'est-à-dire des gènes qui
déprogramme et accélère la division anarchique de ces ADN-là, on a ce qu'on appelle le cancer. Et en même temps, il y a des gènes qu'on appelle les oncosuppresseurs ou des gènes suppresseurs de tumeurs qui sont en réalité des freins au même moment pour enrayer l'évolution des divisions anarchiques. Donc, cette découverte-là ont permis aux chercheurs de se dire « Ah, nous avons à la fois des gènes, des éléments qui provoquent l'accélération, la division anarchique de cellules en intervenant sur l'ADN et d'autres qui permettent de constituer des freins à cette division-là. » C'est ce qu'on a appelé maintenant dans l'ère moderne la thérapie ciblée ou l'immunothérapie. L'un des premiers médicaments qui ont été découverts dans ce sens-là s'appelle l'imatinib, encore connu sous le nom de Glivec. On a permis donc d'avoir maintenant plusieurs théories, ensuite plusieurs manières de prévenir le cancer, ou disons les cancers, puisqu'il s'agit en fait de maladies qui peuvent s'attaquer à tout type d'organes, comme on l'avait dit au départ. 60% des cancers sont causés généralement par 6 des éléments que je citerai dans l'ordre. Il s'agit notamment de fumer, c'est-à-dire fumer de la cigarette, ensuite l'obésité, ensuite les rayons du soleil d'une certaine manière, la suie, qui est un résidu des cheminées que vous connaissez tous, certains virus, par exemple dans le cadre de le virus du papilloma humain qui cause le cancer du col de l'utérus, enfin les radiations qui sont des éléments très dangereux qui modifient de façon directe l'ADN. Maintenant qu'on a parlé des 60% des étiologies, donc des causes connues du cancer, il faut également savoir qu'il y a 40% de cancers à nos jours, de nos jours, dont la cause est tout à fait inconnue. Mais pour ceux qu'on connaît déjà, il est essentiel pour nous d'intervenir sur 2 niveaux. Le premier niveau, effectivement, comme on a énoncé dans la première partie de notre propos, c'est d'essayer d'intervenir lorsque le cancer s'est déjà déclaré. Donc, faire de la chimiothérapie, faire de la chirurgie radicale, faire de la radiothérapie, faire de l'immunothérapie, etc. Mais également, on peut intervenir en amont, c'est-à-dire lorsque le cancer ne s'est pas encore déclaré, faire ce qu'on appelle du screening, c'est-à-dire du dépistage précoce pour essayer de détecter à un stade non encore symptomatique le cancer, pour essayer ensuite de prendre en charge les patients très tôt. Donc cette méthode-là est beaucoup plus efficace parce qu'on sait que prévenir vaut mieux que guérir. Dans cet ordre d'idées, j'aimerais partager avec vous les cancers les plus fréquents chez la femme, ceux qui sont les plus fréquents chez l'homme et quelles sont les méthodes de prévention les plus adaptées dans les 2 cas. Dans le cadre des principales pathologies, des principaux cancers chez la femme, on doit aborder le cancer du sein qui compte de 25%, c'est-à-dire qui constitue 25% des cancers chez la femme. Ensuite viennent ce qu'on appelle le carcinome canalaire invasif, ce qu'on appelle le cancer de l'endomètre, le cancer du col de l'utérus évidemment, les tumeurs épithéliales de l'ovaire, ensuite les cancers du poumon et le cancer colorectal qui sont assez présents mais ne sont pas en grande portion visibles. N'oublions pas, il s'agit du diagnostic précoce et le mode de vie sain qui pourront sauver des vies. Donc effectivement, il faudra éviter le tabac, maintenir un poids, ne pas aller en obésité, donc faire du sport, éviter la sédentarité. Il faut limiter la consommation d'alcool,
adopter une alimentation riche et équilibrée et aussi protéger la peau des rayons UV de façon excessive. Dans le cas toujours de la prévention, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle les vaccinations, notamment contre le virus de papillomavirus humain chez les adolescents et les jeunes adultes jusqu'à 26 ans et pour certaines femmes adultes jusqu'à 45 ans. Également, il faut savoir que le vaccin de l'hépatite B est très recommandé. Les dépistages de routine, les dépistages précoces comme la mammographie chez les personnes qui ont déjà 40 ans, chaque 1 à 2 ans, il faut le faire. Et enfin, très important, le dépistage du cancer du col de l'utérus qui se fait par ce qu'on appelle un frottis cervical, pap smear, qui se fait tous les 3 à 5 ans chez toutes les femmes qui ont déjà l'âge de 21 ans. Nous allons passer ensuite aux cancers les plus communs chez les hommes. Dans ce cas-là, vous savez que le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus dévastateurs quand il s'agit des hommes. Le cancer du poumon, le cancer colorectal, le cancer de la peau. Et enfin, il faut dire que pour tous ces cancers, il y a forcément des méthodes de prévention et de dépistage précoce. Pour la prévention, il faut éviter à tout prix le tabac, manger sainement et faire de l'exercice, limiter la consommation d'alcool, protéger la peau et enfin faire des dépistages réguliers lorsqu'il s'agit par exemple du cancer colorectal. Il faut à partir de 45 ans faire les coloscopies ou la recherche de sang dans les selles. Enfin, faire le dosage de l'antigène prostatique spécifique qu'on appelle la PSA selon l'âge et les facteurs de risque, notamment à partir de l'âge de 50 ans. J'espère que toutes ces informations permettent maintenant de mieux comprendre ce qu'on appelle les cancers, permettent de vous situer sur l'importance de la prévention et aussi des gestes de la vie courante qui permettent d'avoir un équilibre face à face au cancer et limiter la survenue de ceux-ci. Si cette vidéo et ce format vous plaisent, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour dire que vous avez apprécié. Souscrivez à la chaîne, partagez à vos proches pour faire grandir notre communauté. C'était Dr Elvis Kwam, médecin généraliste, faisant un diplôme universitaire de prévention des infections et je vous parle tout le temps de pathologie, de traitement, prévention et également de tout ce qui touche à la santé et le développement et la prise en main de notre corps. Merci bien et à bientôt. Ciao.